Enregistre, c'est bon. C'est parti. Bonjour à tous, bonsoir même, parce que là il fait nuit. Ravi de nous retrouver pour cette 5e rencontre web de l'association Le Passage. Nous gardons la ligne de conduite qui est la nôtre depuis le début, fort heureusement, qui est effectivement d'inviter des intervenants différents sur la question qui nous préoccupe à l'association, c'est-à-dire l'alliance qu'il peut y avoir entre l'équithérapie, c'est-à-dire la médiation équine à visée thérapeutique, avec le psychotrauma, et notamment le psychotrauma des enfants, sujet malheureusement d'actualité, peut-être encore plus, et certainement avec les 2 confinements que nous sommes en train de vivre. Et du coup, nous avons le plaisir ce soir de recevoir, j'allais dire, des acteurs de terrain. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est vrai pour vous, mais c'est vrai qu'on avait des acteurs de terrain précédemment, mais là, nous n'avons que des personnes de terrain qui vont pouvoir nous renvoyer leur expérience, je dois dire, formidable et assez impressionnante par rapport à votre parcours. Et donc, c'est au niveau de votre parcours de vie que nous allons commencer cet entretien. Alors, je vais vous présenter et je vais lire. Ça sera mieux. Cécile Barrois, vous êtes éducatrice spécialisée. Vous avez travaillé en protection de l'enfance auprès des enfants, des adolescents, des jeunes majeurs. Donc, ça nous intéresse vraiment plus que jamais, mais aussi en urgence sociale auprès des migrants. Donc, vous avez vraiment une palette d'interventions très intéressante. Et vous êtes co-auteur de ce livre, alors je fais tout de suite la promotion, qui s'appelle « Médiation thérapeutique avec le cheval, une expérience institutionnelle ». Ce livre est paru en 2020 aux éditions RS, incontournable. Alors vraiment, s'il y a un livre à lire, c'est remarquable. C'est une véritable petite Bible. C'est mon opinion personnelle, partagé avec Lina Rossetti, mais en tout cas, vous avez fait un travail sur cette expérience à Montfavet, et vous allez nous expliquer ça de plus de 40 ans, qui est tout à fait remarquable. Alice Courtieux, on dit Courtieux ou Courcieux? Courtieux, c'est ça, non? Pardon? Courtieux. Courtieux, très bien. Alors vous êtes infirmière en psychiatrie et vous avez une expérience de pas mal d'années. Vous avez travaillé en hospitalisation aux urgences psychiatriques d'Avignon, puisque Montfavet est à côté d'Avignon, et vous faites partie de la CUMP 84, donc la cellule d'urgence médico-psychologique. Et on ne le savait pas, mais vous êtes intervenu dans la prise en charge des victimes de l'attentat de Nice en 2016, donc ce qui nous intéresse particulièrement à l'association Le Passage. Voilà, merci mesdames d'être là. Ce n'est pas évident, je sais, de se rendre disponible, donc vraiment ça nous touche. Je précise que toutes deux, vous travaillez depuis pas mal d'années en pédopsychiatrie au sein de l'équipe de l'unité d'équithérapie du centre hospitalier de Montfavet dans le Vaucluse. Et puis Nicolas Aymon, alors je ne doute pas que Nicolas, une grande partie des auditeurs te connaissent. Tu es équithérapeute, tu es psychologue et tu diriges l'Institut de formation en équithérapie, l'IFEC. Et puis tu es également trésorier, tu pourras nous en dire 2 mots, du syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine qui s'est créé l'année dernière. Voilà, donc du coup, merci à vous 3. On va commencer par vous, mesdames. Je souhaiterais avoir un petit peu votre parcours de vie. Alors, l'une de vous deux pour commencer. Comment on se retrouve équithérapeute, j'allais dire, et dans cette galère, peut-être, racontez-nous. Alors, chacune de vous, votre histoire et comment on se retrouve là-dedans. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation, comme vous disiez, et de toutes les expériences professionnelles que j'ai eues auprès d'enfants, d'adolescents, des familles migrantes, des personnes déficientes intellectuelles, j'avais un axe d'intérêt plus présent, c'était l'accès aux soins, l'accès à la santé, l'accès aux soins. Et je m'éclatais, on va dire, dans le partenariat et dans l'échange avec les partenaires de soins, des familles, des enfants pris en charge. Comment on arrive à l'équithérapie à l'hôpital de Montfavet? Moi, je suis native du nord de la France et j'ai déménagé pour raison familiale sur Avignon. Et à côté d'Avignon, il y a un centre hospitalier spécialisé qui est l'hôpital de Montfavet. Donc j'ai postulé en pédopsychiatrie. Et c'est un heureux concours de circonstances qui fait qu'un jour, un poste était à pourvoir au sein de cette unité. Et étant cavalière depuis l'enfance, j'avais caressé il y a très longtemps le doux rêve de pouvoir allier
mon métier à ma passion et j'ai pu être recrutée dans cette unité au départ pour un remplacement, pour une formation. Et ensuite, je suis partie dans d'autres unités en pédopsie parce qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir. Les places sont rares à l'hôpital. En tout cas, sur l'unité d'équithérapie, les places sont rares. Et j'ai eu la chance de pouvoir revenir quelques années après et pouvoir être titulaire de ce poste et l'occuper encore à ce jour. C'était en quelle année, pardon, vous avez dit? C'était en 2013. Première entrée dans 2013, ouais, donc ça fait quand même 7 ans. Ouais. Voilà. D'accord. Donc déjà une belle expérience. Hein. Ouais. Mais qui Très se bien. construit encore tous les jours, quoi. Cette expérience, elle se transforme, l'unité se transforme au fil des professionnels qui l'occupent. Donc c'est à chaque fois un renouveau et des transformations qui nous permettent d'évoluer, de tenir et de transformer tranquillement les choses, quoi. Très bien. Ben, merci. Et vous alors? Alors moi, donc moi je suis infirmière donc de formation depuis bientôt 20 ans. Alors effectivement, j'ai un parcours de cavalière depuis, je crois que j'ai commencé à monter à cheval en même temps que j'apprenais à marcher à peu près. Donc j'ai toujours, enfin j'ai jamais vécu sans les chevaux. Et quand je suis, cette passion du cheval s'est couplée avec un réel intérêt pour la psyché. Et quand j'ai passé le diplôme d'infirmière, donc c'était déjà le diplôme général, hein, je suis arrivée au concours d'entrée en disant je veux faire de la psychiatrie et uniquement de la psychiatrie. Et ils m'ont dit ok, ben, racontez-nous ce que vous voulez. Et je me rappelle très bien, c'était pourtant il y a 20 ans, avoir dit eh bien moi, mon rêve, ce serait de pouvoir avoir une structure où on accueillerait des gens qui ont des troubles psychiques et dans une ferme équestre. Alors, très sincèrement, je n'avais aucune idée il y a 20 ans de ce qui se faisait dans le milieu. Je débarquais, moi, j'avais 20 ans, et ça a été ma porte d'entrée à la formation d'infirmière, je pense. Et du coup, j'ai eu la chance d'être formée sur l'hôpital de Montfavet, sur l'école d'Avignon, qui avait une forte obédience psychiatrique à ce moment-là, dans l'institut de formation des infirmiers. Et j'ai pu faire mon stage et mon mémoire de fin d'études sur l'unité d'équithérapie dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et donc, j'ai pu toucher du doigt ce qui se faisait à ce moment-là dans le service public avec les chevaux. J'ai fait mon mémoire là-dessus, mais j'ai émis énormément de réserves sur ce qui se pratiquait à cette époque. Et quand on m'a proposé le poste à l'obtention de mon diplôme, je l'ai refusé. Parce que ça ne correspondait pas à l'idéal que je m'étais forgé de ce que j'imaginais, de mes rêves d'équithérapie. Et je pense que j'étais trop jeune et pour mélanger ce qui me faisait vibrer en tant qu'être humain et ce que je voulais dans ma vie professionnelle. Donc, je suis partie sur de la psychiatrie adulte. J'ai fait effectivement différents services. Et je me suis retrouvée en unité d'hospitalisation de crise. J'ai fait presque 7 ans dans des urgences psychiatriques et j'étais inscrite à la CUMP, donc la cellule d'urgence médico-psychologique, CUMP 84, depuis de nombreuses années. Et la CUMP intervient beaucoup en local, mais l'intervention la plus grosse à laquelle moi j'ai participé, c'était effectivement les attentats de Nice, où on a fait de la prise en charge de psychotrauma aux maisons de victimes dans l'immédiateté. On est arrivé le 15 juillet sur les lieux, donc effectivement c'était tout de suite après. On a reçu des enfants et c'était mon premier contact avec les enfants traumatisés. Un contact qui a marqué quand même pas mal mon parcours. Et quand j'ai eu vent d'un poste qui se libérait dans l'unité d'équithérapie, je postulais et j'ai été prise du coup. En quelle année? En quelle année? Ben moi, ça fait pas très longtemps. J'ai commencé du coup en avril 2019. Ah ouais. Ça fait bientôt 2 ans. Je suis arrivée du coup après la rédaction du livre. Et aujourd'hui, dans ce que je trouve de ce qui se fait dans cette unité et dans la place qui m'a été faite pour laisser ma créativité et mon empreinte dans cette équipe, c'est exactement, ça correspond exactement au rêve que je pouvais avoir.
plus jeunes que j'expérimente aujourd'hui tous les jours, qui se théorisent de plus en plus, avec lequel je peux faire énormément de liens sur ce que j'ai vécu de la psychothérapie institutionnelle, moi, dans la psychiatrie adulte. Et c'est un bonheur d'être là au quotidien. Voilà. Eh ben nous, c'est un bonheur de vous avoir. Non, mais c'est très intéressant. Je dois dire que je ne vous connais pas, hein, donc on a très peu échangé. Donc on vous découvre, ça c'est une magnifique découverte. Je tiens à donner un petit bonjour à Laetitia et Joanne, puisqu'elles sont sur les Alpes-Maritimes et qu'elles soutiennent Lina formidablement, et que Laetitia, on en reparlera à une autre visio, fait un travail fantastique sur les Alpes-Maritimes. Et puis je salue Laurence Sicane aussi depuis Israël, qui nous écoute et qui nous suit et qui a une très belle expérience, bien sûr, en tant que médiatrice équine là-bas. Coucou. Bonjour Laurence. Nicolas, à toi de nous présenter ton parcours. Comment tu te retrouves dans cette galère de l'équithérapie? Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, c'est curieux parce que en fait, moi j'ai plutôt grandi avec l'équithérapie en fait, assez bizarrement, enfin en tout cas professionnellement. Je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai rencontré le cheval enfin, assez tôt dans ma vie, moi à l'âge de 6 ans. Je crois que je m'en rappelle même de l'anecdote qui m'a conduit vers les chevaux. Je trouve que mes parents voulaient absolument, dans ma famille, il fallait faire 2 sports. Donc un jour, ils ont dû me demander, quand j'entrais au CP, quel sport tu veux faire? Il faut que tu en choisisses 2. Donc je leur ai répondu, je ne sais pas pourquoi, du poney et du judo. Au bout d'1 an, j'arrêtais le judo parce que je trouvais ça pénible et ça ne me plaisait pas. Et voilà, du coup, 20 ans plus tard, j'étais encore à cheval, au grand désarroi des finances familiales, etc. Après, je viens d'une famille qui est dans le médico-social, hein, du coup, j'ai un peu ce background, comme on dirait aujourd'hui, de cette culture de la relation d'aide qui était autour de moi. Puis quand est venue la question de choisir mes études, moi je me suis tourné vers des études de psycho, non pas pour faire de la psycho, mais parce que je voulais faire des ressources humaines. Je ne sais pas pourquoi et comment ça m'était venu. Certainement une lubie de lycéen de vouloir se tourner vers l'entreprise et vers ces postes-là qui étaient assez à la mode à cette époque. Et quand je suis rentré en études de psycho, en fait, dès la première année, il s'est passé une jonction entre ce que je pouvais voir dans les cours, notamment tout ce qui concernait la psychologie clinique, la psychologie du développement, la psychopatho, et des expériences de vie que moi j'avais pu raccrocher dans ma relation au cheval, en fait, dans mon parcours de cavalier, en me disant tiens, oui, moi, dans certains moments de ma vie, ce que là, je vois décrit dans des situations de thérapie, etc., moi, j'ai eu l'impression de faire cette étape-là ou ce cheminement, du coup, personnellement, sans être accompagné particulièrement, parce que j'étais en relation avec un cheval et qu'à un moment, ça m'a aidé pour ceci ou cela, à traverser une épreuve, à prendre conscience de quelque chose, à acquérir des idées, des habiletés quelconques qui ont pu me servir après dans d'autres cadres. Et est venue pour moi cette idée que peut-être ce qui se passait là dans mes études, ça pouvait avoir un rapport avec les chevaux. Et le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces facilités d'accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Et localiser des professionnels qui pouvaient pratiquer ça, c'était quasiment chose impossible, y compris en habitant à Paris. Et un jour arrive une de mes collègues de promo avec un magazine. Elle avait découpé, je me souviens, un petit encart comme ça, qui était une interview, je crois, de René de Lubersac qu'elle avait dû donner dans un magazine. Du coup, il y avait quelques infos vraiment très très brèves sur la thérapie avec le cheval. Et puis les coordonnées d'une certaine fédération de thérapie avec le cheval qui était à Vincennes. Voilà, du coup, j'ai pris ma petite plume, j'ai écrit un courrier à la Fédération nationale des thérapies avec le cheval pour leur demander ce qu'ils faisaient et ce qui existait. Et René Lubersac m'avait gentiment répondu dans une enveloppe avec des papiers qu'elle m'avait envoyés. Et du coup, suite à ça, j'avais pu localiser notamment une structure en Belgique qui pratiquait l'hypothérapie, comme ça s'appelle, et à laquelle j'ai demandé un stage, du coup, et que j'ai pu réaliser. C'était ma 2e année de psycho. Et à partir du moment où j'ai démarré ce stage et que j'ai vu ce terrain-là, c'était chez Hypopassion, si ça parle à certains, du coup, qui est une association qui existe toujours, qui est dans la province de Liège, en Belgique. De la première fois où j'ai mis les pieds là-bas, pour moi, c'était à peu près sûr et certain que c'était mon projet professionnel, du coup, que les histoires de ressources humaines, ça ne me correspondait pas vraiment. Et voilà, du coup, il y a eu un peu cette illumination à travers. C'est quelle année, ça, Nicolas, à peu près? C'était en 99, c'est facile, puisque en fait, il y avait le congrès en 2000 qui avait lieu juste ensuite, le congrès de la FRDI qui se tenait
à Angers exceptionnellement. Et puis, du coup, tout le monde se préparait pour y aller. Du coup, dans mon stage, j'avais préparé aussi quelques études de cas de mémoire qui avaient été servies pour ce congrès-là. Et de fait, après, par la suite, j'étais en deuxième année de psycho à ce moment-là, par la suite, quasiment tous mes travaux universitaires, à chaque fois qu'il y avait des choix à faire sur des travaux de recherche, de stage, etc., j'ai toujours essayé de les accrocher avec la thérapie avec le cheval ou des choses de cet ordre-là. Du coup, j'ai fait des travaux. Mais là, tu devais être un peu seul au monde, non? C'est très précurseur, là, quand même. Mis à part, effectivement, la FENTAC, tout ce qui se lance à ce moment-là, mais il n'y avait pas grand-chose, quand même. Alors, la FENTAC était quand même déjà bien lancée à ce moment-là, mais par contre, la grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est que c'est drôle parce qu'on parlait il y a quelques minutes de livre, c'était le chapitre sur lequel j'étais en train de travailler, sur le livre que je suis en train de préparer, sur justement ces changements dans la médiatisation et l'accès à l'information en médiation équine et en thérapie, avec le cheval en équithérapie en particulier. C'est qu'en fait, à l'époque, les informations, elles existaient, mais elles étaient notamment à l'époque, au sein de la FENTAC. Du coup, c'est René Dubersac et le conseil d'administration de la FENTAC qui disposaient de ces informations, de cette culture et ce savoir, mais il n'y avait pas l'accès aux médias qu'on peut connaître aujourd'hui, cette facilité pour le public de connaître tout ça. Donc même les livres, c'était édité, mais ils n'étaient quand même pas dans toutes les librairies facilement disponibles. Donc oui, effectivement, j'étais quand même un peu un extraterrestre à la fac par rapport à ça, mais j'ai pas eu que des regards curieux, ou dubitatifs de la part aussi bien des enseignants que des autres étudiants. Au contraire, moi j'ai plutôt senti une porte relativement ouverte et une possibilité. Donc voilà, moi je me suis engouffré là-dedans et peut-être aussi j'avais certainement si certains doutes par rapport à moi, mon projet professionnel, et je me suis aussi servi de ces cadres universitaires-là, notamment je pense à mon premier travail de recherche qui était consacré à l'expression des émotions, au travail sur les émotions chez les patients déficients intellectuels accueillis en thérapie avec le cheval. J'avais vraiment pas d'idée préconçue sur le fait que oui, ça avait éventuellement un impact, comme on dirait aujourd'hui, un effet sur ces patients-là, ces publics qui pourraient être mesurables, chiffrables, démontrables. Et à travers un petit travail d'étudiant, déjà on s'apercevait qu'en 6 mois de séance, il se passait des choses sensiblement possibles, qui pouvaient être retranscrits dans ces petits travaux-là. Le fait, ça a fini de me convaincre et certainement ça a convaincu aussi tous les gens autour de moi. D'accord. On va revenir sur la deuxième partie de ton parcours, mais ce qui m'intéresserait, c'est de faire un petit saut avec Cécile et Alice. On va arriver aujourd'hui. Peut-être ça serait très intéressant d'avoir votre témoignage sur est-ce que vous êtes conquise par cette pratique de l'équithérapie aujourd'hui. Alors peut-être encore plus Alice, puisque c'est plus récent, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est enthousiasmant? Et puis, quelles sont les limites? Et comme on a la chance d'avoir Nicolas avec nous, je pense qu'il entendra un petit peu ces témoignages et qu'il pourra réagir par rapport à son propre parcours. Il pourra témoigner de l'évolution de ce que c'est que cette médiation équine en France à visée thérapeutique. Mais toutes les deux, est-ce que vous pourriez nous dire si vous trouvez que l'équithérapie vraiment est quelque chose de pertinent? Alors oui, je m'en doute, mais est-ce qu'il y a vraiment des grosses limites dans la pratique elle-même, hein? Je ne parle pas de l'organisation, la structuration, l'administration. Je parle dans la pratique elle-même. Est-ce que vous êtes enchanté ou est-ce qu'il y a déjà des limites que vous avez pu constater? On a l'habitude de dire aux étudiants, aux collègues qui nous font les indications en équithérapie, qu'il n'y a pas de limite aux indications des patients, hormis une allergie monstrueuse aux poils de chevaux et à la poussière, et encore, c'est possible de le traiter. Ou alors, pour ce qui est des indications, une crise suicidaire active sur un patient qu'on ne connaît pas, qui nous serait adressé en première intention. Ce serait, voilà, les seules limites, en tout cas pour les indications. Maintenant, les limites du dispositif, chez nous, elles se font ressentir. On est un dispositif d'hôpital public. Les limites, on les ressent plutôt, nous, d'une volonté étatique ou pas. Alors, ça d'accord, mais j'ai dit sur le côté administratif, on va y revenir, bien évidemment, c'est très important. Mais c'est sur la pratique elle-même. Hein, Moi, je peux rebondir parce que pour le coup,
Alors, moi, typiquement, je suis arrivée donc, faire un stage ici. En fait, c'était exactement, pour être tout à fait exact, c'était il y a 19 ans. Et je n'avais pas du tout adhéré à ce que j'avais trouvé ici il y a 19 ans. Et quand, en gros, j'ai postulé sur l'équithérapie, c'était un peu aussi, s'il te plaît, t'as le double diplôme, parce que ce qui est demandé à l'hôpital de Montpavé, et qui fait bondir généralement quand on le dit, mais c'est ainsi que ça fonctionne ici, c'est d'avoir un diplôme de soignant, donc pour le coup chez nous, infirmier ou éducateur spécialisé, et un minimum de galop fédéraux en équitation. Et moi j'avais cette double compétence, et on m'a dit, l'équithérapie est en galère, est-ce que s'il te plaît, est-ce que tu peux y aller, enfin, en gros, est-ce que vraiment ça te dit pas d'y aller? Et je suis arrivée, franchement, au début un peu à reculons, en me disant, bon allez, ok, on va voir. Et ce que j'ai trouvé était tellement différent de ce que j'avais vu. Justement, je suis arrivée dans une équipe avec une cavalerie qui est ce qu'elle est, avec le budget qu'on a pour nos chevaux, le renouvellement qu'on peut avoir pour eux, les infrastructures, etc. Mais avec une telle richesse de personnalité chez les chevaux et un tel investissement de mes collègues que je n'ai plus vu de limite. Jamais, en fait. Plus de limite, d'accord. Ouais, les limites sont géographiques parce que malheureusement on est en périphérie de ville, qu'on se retrouve à avoir des chemins de rando qui sont de plus en plus limités, de plus en plus de propriétaires agricoles qui nous refusent des accès à leurs champs, des trucs comme ça. C'est que ça, pour moi ici, toute l'énergie que je trouve à ce soin, c'est cette immense créativité qui est possible et qui nous permet de dire aujourd'hui des limites d'indication, ben on n'en a pas. Et encore une fois, on disait les allergies. Très récemment, on s'est retrouvé avec un enfant en grande difficulté, mis en grande difficulté dans le confinement. Pas lui, parce que tout à l'heure, je rebondis sur une chose dont vous avez parlé tout à l'heure avec le traumatisme de l'enfant dû au confinement. De notre expérience, c'est plutôt le déconfinement qui est traumatique pour les enfants. Et le confinement l'était pour les parents. Et lui a vécu un psychotrauma pendant le confinement dû à une tentative de suicide de son parent. Et cet enfant adhérait tellement, il se passait tellement de choses là de façon très rapide avec le cheval que oui, il a déclenché une grosse allergie. Ben, ça ne va pas nous arrêter en fait. On va trouver des solutions, on le met un petit peu à distance pendant le pansage, on essaye de limiter les moments, mouiller les chevaux, lui proposer juste de curer les pieds, etc. Et de ne pas lâcher. Et ça, c'est quelque chose. On a un médecin qui nous soutient quand même dans cette création et cette créativité possible. Et à aujourd'hui, oui, il y a des limites institutionnelles. Moi, je suis là que depuis 2 ans et du coup, j'ai encore de l'énergie pour. T'es moins imprégné. Voilà, pour les porter, pour les supporter. Mais pour moi, je ne vois pas de limites dans ce que peuvent nous proposer les chevaux. Voilà, tout se réfléchit à partir du moment où on ne part pas avec des présupposés trop importants et qu'on est capable de réajuster au vu de ce que nous amène l'enfant dans sa proposition, enfin dans sa clinique, dans sa symptomatologie, et ce qui se crée dans la relation avec le cheval et avec les différents chevaux qu'on a ici et avec nous, tout est possible. Tout est possible. Il faut juste avoir la flexibilité nécessaire pour réajuster. Donc, très rapidement, votre retour en tant que thérapeute est vraiment un emballement par rapport aux soins et à l'amélioration de la santé. En règle générale, je suppose évidemment qu'il y a des résistances, mais en règle générale, vous êtes épaté par l'apport que les équidés ont et les effets positifs qu'ont ces équidés sur les patients. Oui, qui ne sont pas toujours positifs d'ailleurs, mais qui sont toujours un support à travail, qui sont toujours un support, une triangulation extrêmement riche. Évidemment, le soin à médiation, c'est quelque chose dont on parle depuis toujours en psychiatrie, c'est quelque chose qui a énormément de place et dont on connaît les bénéfices. Mais avec le cheval, il y a une réponse telle et une portée symbolique telle qu'il y a vraiment des possibles qui sont incroyables. Ouais. Ouais. Et juste, vous avez une grille d'évaluation, vous évaluez les progrès ou c'est simplement au feeling? Alors, on aimerait. On a eu. On a eu par le passé, on aimerait avoir le temps de se repencher à l'évaluation. Sauf que c'est à la grille, c'est très chronophage de monter un dispositif. Et c'est enfermant.
Et c'est un peu enfermant. C'est un peu enfermant. Nous, Ouais. notre évaluation, elle se fait avec l'aide d'une psychologue qui ne prend pas en charge, pour le coup, elle, d'enfants. On travaille beaucoup avec un système de référence enfants soignants. Notre psycho n'a pas d'enfant en référence, mais elle vient, elle assiste aux séances, elle prend position avec un petit peu de regard extérieur. Et en fait, c'est dans des réunions cliniques avec la psychologue, avec le médecin, qui lui n'est jamais présent sur les séances et qui apporte vraiment juste un apport clinique où on vient reparler de ce qui se joue dans ce qui se passe avec le cheval, avec l'enfant, avec nous, sur des bases quand même assez psychothérapeutiques, même psychanalytiques, quand même d'obédience. Notre médecin l'est moins. Alors, j'aimerais bien avoir le regard de Nicolas, voilà, et par rapport à sa propre expérience, par rapport à ça, je reprécise pour les personnes qui n'étaient pas là au début que vous deux, vous intervenez dans un cadre hospitalier, donc c'est assez original, vous n'êtes pas les seuls en France, mais c'est assez original, donc c'est-à-dire que vous avez une approche multidisciplinaire, hein, dans la mesure du possible, hein, évidemment, avec vos patients, que dans les patients, il y a des enfants, effectivement, qu'il y a le psychotraumatisme, que ça nous intéresse particulièrement ce soir, et que dans ce cadre-là, vous êtes dans une expérience tout à fait remarquable quand même, que retrace encore une fois très bien le livre de ces plus de 40 ans d'expérience à Montfavet. C'est quand même exceptionnel. Encore une fois, j'insiste sur ce livre qui est une vraie bible sur l'analyse, l'approche, tous les commentaires. C'est très humain, c'est très bien écrit, c'est très joliment écrit en plus ce livre. Et vraiment là, vous avez un apport tout à fait remarquable. Alors Nicolas, une fois que j'ai précisé que le cadre est quand même assez exceptionnel dans ce cadre-là, est-ce que ce type de témoignage t'étonne ou est-ce que tu vas le retrouver, notamment à travers le syndicat que vous avez créé, à travers d'autres expériences? C'est pas du tout un témoignage surprenant. Je pense qu'à peu près tous les praticiens en médiation équine, soit thérapeutes ou pas, en partagent relativement le même point de vue, c'est-à-dire qu'il y a très peu de limites concernant les publics, voire pas du tout. Effectivement, vous citez les allergies, les grosses allergies au poil ou à des éléments de l'environnement type paille, foin, des choses de cet ordre-là. Enfin, effectivement, parfois, on peut se poser la question pour ces publics de la balance bénéfice-risque, si on doit les bourrer d'antihistaminiques et qui sont shootés pendant toute la journée pour une séance versus est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les envoyer à la piscine ou autre chose avec une autre médiation, où là, oui, effectivement, dans quelques situations, on peut se poser la question. Sinon, en tout cas, en termes de pathologie psychiatrique, je pense qu'on connaît des cadres de pratique ou des praticiens qui sont intervenus avec, à mon avis, vraiment toutes sortes de pathologies. Pour des pathologies somatiques, du coup, plus dans des contextes hypothérapie ou des choses de cet ordre-là, voilà, il faut éventuellement prendre en compte le fait qu'il y a quand même quelques particularités en médiation équine, c'est que les chevaux se déplacent difficilement et ils rentrent pas n'importe où comme ça. De fait, voilà, certains publics qui peuvent pas du tout se déplacer, où les chevaux peuvent pas rentrer dans les chambres d'hôpital, même si effectivement, on voit ça de plus en plus à la télé. Faut quand même pas penser que c'est un cadre qui est courant et qui est simple à faire, et d'ailleurs qui est même pas forcément thérapeutique. C'est des aspects dont on pourrait discuter à ce moment. De fait, certains publics ne peuvent pas accéder au cheval de fait de leur incapacité ou de leur impossibilité à se déplacer, de fait de limitation, soit organique, soit de leur état de santé. Oui, mais je comprends, Nicolas, ça, mais qu'est-ce que… Alors, on va aller un petit peu plus loin. D'accord, mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Et vous le savez, toi, tu le sais, Nicolas, j'ai eu cette expérience avec un expert ici dans les Alpes-Maritimes qui m'a renvoyé cette critique acerbe par rapport à l'équithérapie. Oui, d'accord, le cheval, ça fait du bien. D'ailleurs, j'invite à lire la postface du livre que je viens de mettre en ligne de Montfavet, avec cette sociologue belge tout à fait formidable qui répond à ça d'ailleurs. Oui, ça fait du bien. Alors, je ne conteste pas que le cheval, ça fait du bien, mais de là à ce que ça soit thérapeutique, il ne faut peut-être pas exagérer. Alors, comment tu réagirais à ça, justement, par rapport, pour défendre un petit peu la médiation équine à visée thérapeutique? Moi, je veux dire, ceux qui prononcent ça, ils ont totalement raison. C'est pas le cheval. Enfin, le cheval, ça fait du bien, oui, mais c'est pas le cheval qui est thérapeutique. C'est le cadre, c'est les professionnels, c'est ce qu'on met en place qui fabrique la thérapie. S'il suffisait d'aller voir des chevaux pour aller mieux ou d'être en relation avec des chevaux pour aller mieux, on ne serait pas là, nous, en train de parler. Le soin, il est organisé parce qu'il y a des objectifs qui sont mis en place, parce qu'il y a des activités qui cherchent à être cohérentes par rapport à une ambition, par rapport à un contexte, par rapport à une situation particulière qui a été évaluée en amont, qui va être évaluée en aval, sur laquelle nous, on va faire des restitutions sur la base de cette logique de méthodologie de projet qu'on suit dans le monde médico-social, qu'on suit dans le monde médical.
Et si on n'a pas ça, enfin, peut-être il peut y avoir des effets thérapeutiques, mais en tout cas, c'est pas l'ambition. On parle aussi souvent pas du coup des effets thérapeutiques du sport. Bah, très bien, moi je suis le premier à les reconnaître. Enfin, moi, quand je vais voir mon cheval, parfois j'ai des idées noires ou j'ai envie de plus rien. Je vais faire un tour avec lui, je ressors sur mes pieds à terre et ça va mieux. Ma journée est sauvée, je retourne au bureau et je suis aimable de nouveau. Très bien, il y a eu un effet thérapeutique. Pour autant, c'était pas l'enjeu, c'était pas la mission qui était celle-là. En fait, voilà, je pense on doit quand même distinguer la finalité des effets, des moyens. Et souvent, c'est vrai qu'on a une vision un peu embrouillée ces différentes dimensions. Je crois que c'est très important de le rappeler, hein. Enfin, on peut avoir des actions thérapeutiques médiatisées par le cheval, mais c'est pas le cheval qui est thérapeutique, c'est l'action. Euh, Alors, on a un chat très, très riche, hein. Il y a Laurent Sicane qui nous dit qu'il y a quand même une liste de contre-indications à la pratique de l'équitation thérapeutique. Laurent Samery, que je salue, le docteur Laurent Samery, bien sûr, qui explique que les limites de l'équithérapie me semblent liées aux compétences des thérapeutes. Effectivement, hein, c'est ce qui a été dit avant. Et à tout le côté, effectivement, structuration plutôt à l'équithérapie elle-même. Maintenant, ce que j'aimerais, Nicolas, c'est que on fasse un bond et que tu nous dises aujourd'hui qu'est-ce qui te motive à travers ton école, ton institut, et qu'est-ce que tu aimerais dans ta vision voir se développer particulièrement en France au niveau de la médiation équine à visée thérapeutique. Quel est ton vœu le plus cher? Que ça se professionnalise, que ça s'organise mieux, que ça puisse être plus crédible, bien sûr, par rapport aux institutions de santé? Évidemment, c'est tout ça. Enfin, ceux qui me connaissent, enfin, ça que je suis quand même relativement engagé dans le sens où, enfin, un de mes projets professionnels, enfin, c'est de participer au développement de l'équithérapie en particulier, de la médiation équine en général, mais c'est vrai que enfin, moi, je me range enfin, très volontiers dans le camp des équithérapeutes et pas des médiateurs équins, forcément, en tout cas par rapport à mes pratiques personnelles. Moi, ce que j'ai envie de faire, enfin, voilà, c'est d'accompagner des gens à développer leurs projets. J'ai envie de voir des nouvelles idées émerger avec des nouveaux publics. J'ai envie d'accompagner des projets de recherche. J'ai envie de voir arriver aussi enfin, des idées nouvelles, des gens qui ont des envies d'exercer dans des cadres originaux, de faire leurs preuves, de participer au développement, à la communication autour de tout ça. Parce que oui, je pense que les choses, enfin, on est arrivé à un moment, enfin, de la vie institutionnelle où bah, les choses commencent à se structurer d'une façon relativement solide et sérieuse. Et on a cette opportunité, je pense aujourd'hui, voilà, de prendre ce tournant de vraiment de la professionnalisation, c'est-à-dire de quitter. Enfin, j'entendais et je souriais parce que je pense que bon, je pense que vous connaissez aussi un peu cette légende de la double compétence. On nous demande d'être à la fois cavalier et soignant, comme si c'était ça qui faisait l'équithérapie ou la pratique. Et en fait, finalement, c'est que ce sont que deux aspects qui certes ont leur importance, mais finalement, enfin, il y a quand même quelque chose entre simplement la relation d'aide et le cheval. Et il y a quand même des pratiques propres, des techniques particulières, une culture professionnelle. Et vos 40 ans d'expérience, je pense qu'elles en disent long sur le fait que enfin, c'est pas quelque chose qui s'improvise forcément simplement parce que on a un galop 4 plus on sort de l'école d'infirmière. Sinon, il y a quelque chose de plus dans l'équithérapie. Je pense qu'aujourd'hui, justement, cet entre-deux, il est devenu mature. Et de fait, on peut avancer sur la professionnalisation à proprement parler, sur la représentation de la filière, sur la meilleure définition, je pense, des identités professionnelles des uns et des autres, pour que, bah, voilà, on arrive un peu à enfin réussir à se parler tous les uns et les autres d'une activité professionnelle à une autre, même si on a souvent des identités marquées, parfois des façons de travailler qui sont différentes les unes des autres, parfois des allégeances cliniques ou théoriques ou institutionnelles qui sont différentes. Je pense que voilà, aujourd'hui, nos précarés respectifs, ils sont suffisamment solides. On est chacun tranquille relativement chez nous et on est en bonne possession de nos moyens respectifs. Enfin voilà, on peut aujourd'hui parler les uns avec les autres et puis trouver nos intérêts communs pour avancer ensemble. On a une estimation du nombre d'équithérapeutes en France diplômés? D'équithérapeutes diplômés, dans les dernières estimations que j'avais faites, ça devait être en 2011, quelque chose comme ça. On arrivait à, je crois, ça devait être autour de 390 ou 400, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. Pour équithérapeute, thérapeute avec le cheval, voilà, il n'y avait pas les équiciens encore à l'époque, mais enfin, les gens qui sortaient de formations longues, de certaines formations longues, en tout cas, voilà, on arrive à peu près à ça.
on va dire, je pense, à l'échelon national des praticiens dans le champ thérapeutique relativement spécialisé, on doit être, allez, on va dire un petit millier, quelque chose comme ça. Et sur la longévité, non, je pense qu'il n'y a pas d'évaluation hein, sur la pérennité. Ouais. C'est difficile de l'évaluer parce que, comme vous le savez, les gens n'arrivent pas en formation d'équithérapeute ou en diplôme d'équithérapeute initialement, après leur bac. Souvent, voilà, il y a quand même des profils très variés. Il y a quand même une majorité de gens qui pratiquent l'équithérapie après un parcours professionnel et du coup, ils se reconvertissent ou ils arrivent à l'équithérapie après. Du coup, c'est difficile d'estimer la durée de vie d'un équithérapeute moyen. On pourrait faire des statistiques sur l'âge auquel ils arrivent au diplôme, mais après, sur des visibilités sur des carrières. Moi, je n'ai pas d'indicateur précis à vous communiquer là-dessus. Alice et Cécile, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez peut-être aborder la problématique du psychotrauma. Alors, peut-être que, je ne sais pas, hein, que si vous avez beaucoup d'expérience à ce niveau-là, beaucoup de patients, j'aimerais avoir votre avis parce que c'est un champ qui semble s'ouvrir. On sait, et grâce à Laurent Sicane aussi, qui nous a un petit peu partagé l'expérience qui se passe en Israël, qu'il y a des études qui ont été faites. Laurence Emery fait un travail formidable actuellement de recensement, de travaux, de publications scientifiques qui ont été faites, notamment aux États-Unis, en Australie, sur le psychotrauma des vétérans, hein, des militaires qui reviennent du front et qui vont pouvoir travailler avec les chevaux. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez apporter un regard neuf peut-être sur notamment les enfants? Vous parliez d'un exemple. Quels sont pour vous les potentiels de développement de la médiation équine à visée thérapeutique auprès des enfants souffrant de SPT? Les enfants souffrant de SPT, on en accueille. Quand on a préparé la conférence, là, on a passé en revue un petit peu les indications des enfants à l'équithérapie. C'est des psychotraumas qui font suite à des violences intrafamiliales, des abus sexuels. C'est pas non plus la majorité des patients qui nous sont indiqués. Hein. En fait, la particularité qu'on a, ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est que chez l'enfant, particulièrement, le psychotrauma, c'est rare. Enfin, on peut rarement isoler un ESPT d'autres troubles. C'est-à-dire quand on parle, effectivement, on a des enfants psychotraumatisés parce qu'il y a des violences intrafamiliales, mais ils sont arrivés aussi avec un profil d'enfant carencé. Avec du coup des troubles du développement qui étaient associés à la carence, et c'était difficile de dissocier ce qui vient de psychotrauma de ce qui est des troubles du développement de l'enfant à cause d'un milieu délétère et pathogène. Après, voilà, effectivement, sur le nombre d'enfants qu'on reçoit à l'heure actuelle, on a isolé peut-être 1-2 prises en charge où c'est vraiment un traumatisme, vraiment l'origine est un traumatisme, et ce sont sur des ados déjà plus grands. Chez l'enfant, c'est souvent très lié à tout un tas d'autres problématiques. C'est difficile de savoir est-ce que le trouble carentiel est plus à mettre en avant que le psychotrauma. C'est très intriqué et on est obligé de prendre dans une globalité. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire des 2 cas que vous avez d'adolescents? C'est une durée de combien de séances vous pouvez pratiquer avec ces 2 adolescents? Et puis, est-ce qu'il y a des résultats? Voilà. Nous, le dispositif a la particularité d'avoir un cadre d'intervention qui se déroule ainsi, c'est quand on s'engage dans une prise en charge avec les enfants et les familles, on part sur une prise en charge, et les partenaires, hein, on part sur une durée de prise en charge d'1 année. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les enfants qui viennent à l'équithérapie sont suivis forcément par une autre unité du centre hospitalier, donc la plupart du temps des CMPEA, mais nous ne sommes pas les seuls à intervenir sur la prise en charge des enfants. C'est un complément, en fait, le soin. On part sur 1 année, renouvelable 1 fois, voire plus si nécessaire, hein, au regard des objectifs de soins. Et on part sur un rythme de séance hebdomadaire, donc, hormis les vacances scolaires, bien sûr. Mais bon. Sachant que nos séances, nous, c'est pas. Souvent, les séances d'équithérapie, c'est 1 heure. Ou... Nous, ici, on reçoit les enfants de 9h à 13h sur un temps élargi. Et ils participent à toute la vie de la ferme, on prend des repas ensemble, on s'occupe de toute la vie des chevaux, de l'entretien. C'est des séances collectives?
pas individuel. Il y a des séances individuelles, mais Ouais. en tout cas, si on parle des deux patientes reçues pour du Ouais. psychotrauma, elles sont sur de la séance collective. Ouais. Mais c'est des petits groupes. On est sur 2 enfants pour 1 soignant présent. On a que 5 chevaux, donc on ne dépasse pas 5 enfants pris en charge en même temps. Mais voilà, c'est sur des temps beaucoup plus longs que ce qu'on a l'habitude de voir dans les séances, lorsqu'on se représente des thérapies plus classiques. Ouais. Et alors, est-ce que vous pouvez vous prononcer, bon, ce n'est pas du tout scientifique, hein, bien sûr, mais vous pouvez vous prononcer sur ces potentiels de médiation équine auprès de ces adolescents, par exemple? Il y a eu des résultats, vraiment? Sur moi, jusque-là, alors celle dont le psychotrauma est le plus avéré, c'est des violences sexuelles sur une jeune adolescente. Le traumatisme est extrêmement récent, enfin, et ancien et récent à la fois. Elle a 14 ans, elle a été agressée sexuellement de l'âge de 8 à 13 ans. Wow. La confrontation avec son agresseur, elle date de cet été. Et elle a commencé la prise en charge là, en septembre. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très sensible. À l'heure actuelle, qui vient difficilement encore dans la capacité à cette jeune fille de s'exprimer dessus. Est-ce qu'elle est dans un processus défensif très fort et on arrive en fait, ce qu'on remarque vraiment, c'est l'utilisation du corps du cheval, et notamment de la verbalisation autour du corps du cheval, où peut venir s'exprimer le psychotrauma avec, on sent une dissociation très forte de la psyché et du vécu corporel. Voilà, donc pour l'instant, là, c'est le tout début du travail pour cette jeune fille. Et l'autre, c'est un deuil pathologique, qui pour le coup est beaucoup plus ancien. Et là, le cheval a été le lien pour qu'elle puisse. Du coup, elle a déclenché de phobie sociale avec une déscolarisation majeure. C'est une enfant qui ne sort plus de chez elle. Et le cheval et l'affect déclenché par le cheval qu'elle n'a pas pu contrôler, pour le coup, a permis de trianguler la relation très fort et de pouvoir se référer à l'adulte, ce qu'elle avait complètement arrêté de faire en fait, et à laisser une place à l'adulte, et surtout à l'adulte femme, puisque c'est sa maman dans sa vie. Mais voilà, on est sur à tout petit pas, on y va vraiment doucement. C'est des choses qui sont chez les enfants. Donc on voit bien que c'est émergent. Hein. Petite question, en lisant votre livre, il y a quelque chose qui m'a étonné. On a l'impression que tous les services qui sont dans le centre hospitalier ne vous connaissent pas encore, ou n'ont pas le réflexe de se rapprocher de vous pour vous envoyer des patients. Il est vrai, on le constate nous dans la pratique. Il y a quand même une multitude d'unités en pédopsychiatrie. Alors, il y a des unités qui ne nous adressent pas les patients parce qu'elles sont assez éloignées. On couvre un secteur géographique qui est quand même assez conséquent. Et puis, en effet, on fait le constat que certaines unités ne posent pas d'indication plus que ça. Il y a des unités qui ont dit avoir découvert vraiment le sens de la pratique et la manière dont on la met en œuvre à la lecture du livre. Il y a un gros travail de réseau à faire en effet. D'accord. Qui prend un temps assez important, qui nous, dans nos prises en charge, nous prend aussi du temps d'être en lien, de travailler pour les patients le dedans, le dehors, et d'être en lien avec les partenaires des CMP, des hôpitaux de jour et des autres institutions sociales, hein, parce que voilà, soit les ITEP, voilà, c'est en effet, il y a encore des unités qui. Après, petit à petit, voilà, c'est aussi, on s'ouvre. Le recrutement. Enfin, ça fait quand même 40 ans. Hein. C'est quand même. Il faudrait peut-être leur dire que ça existe depuis 40 ans quand même. Oui, alors ça existe depuis 40 ans, mais ça a évolué. Hein, oui, j'imagine. Je pense que ça s'est structuré de la manière dont on le décrit dans le livre depuis une vingtaine d'années. Et ça, voilà, une quinzaine d'années peut-être. Une quinzaine. Toi, tu étais en stage et tu n'avais pas vu ça comme ça, en effet. Donc, c'est vrai que ça. Après, on peut ouvrir, là, on a ouvert un temps dédié aux adolescents qui sont en hospitalisation de crise, contrainte, les adolescents mineurs, donc ils sont forcément sous contrainte, mais en situation de crise active. Voilà, petit à petit, on parle de nous dans l'hôpital, nous on est un petit peu isolés, on est à l'extérieur des murs.
Et voilà, de plus en Oui, plus, quand même, on arrive à avoir des partenaires sur ces d'accord. appels. Ce qui est intéressant, Eric, si je peux me permettre, c'est que quand on a, pour reprendre un peu l'idée de l'écriture du livre, c'est que dans notre pratique professionnelle et dans notre lien institutionnel, on s'est senti menacé. L'unité d'équithérapie, les soignants de l'unité d'équithérapie s'est senti menacés de fermeture pour des questions budgétaires et hospitalières. Et on s'est dit avec les collègues, on va laisser trace de cette expérience si un jour on venait à fermer. Et on s'est rendu compte en travaillant à ce livre, en collectant les témoignages des autres collègues, qu'en fait, même si, en effet, tout le monde ne nous connaît pas dans les unités de l'hôpital, on a quand même un sacré paquet d'unités qui nous soutiennent derrière, qui nous indiquent des patients, qui nous ont soutenus quand c'était nécessaire. Et voilà, ça c'est déjà pas mal pour nous, quoi. Ouais, c'est un combat de la garde ouverte, cette unité. Voilà. En tout cas, c'est une formidable expérience. J'informe les chatteurs, je ne sais pas si on dit comme ça, mais que je voudrais prendre un petit quart d'heure supplémentaire parce qu'on a pris du retard, mais je m'en doutais, ça serait tellement riche pour échanger avec les questions, si vous le voulez bien, qui sont posées. Nicolas, je voudrais revenir vers toi parce que je sais que tu es à la recherche de toutes les informations qui puissent exister d'intéressantes, comme tu l'as dit, sur l'équithérapie. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, toi, qui pourraient enrichir notre connaissance sur l'équithérapie et le psychotrauma, notamment à travers peut-être les rares expériences qui sont faites avec les militaires en France? Alors, oui, on en a un peu parlé déjà, Eric. C'est vrai que c'est toujours assez délicat pour moi, pour la petite histoire, enfin, pour ceux qui ont un peu suivi les aventures de l'IFEC sur les dernières années. On a été contacté, nous, enfin, du coup, par un hôpital militaire pour pouvoir intervenir sur la formation d'une équipe pour prendre en charge des blessés du coup, militaires, des blessés psychiques, du coup, dans le champ des PTSD, comme je pense, enfin, voilà, dans pas mal d'autres hôpitaux, enfin, ou d'autres exemples de prise en charge qui ont pu être montés dans un contexte militaire. Alors moi, je n'ai pas une expérience très significative, pas personnellement et en tant que thérapeute de ces publics-là. Donc moi, je suis essentiellement intervenu dans la création du cadre de formation et dans l'accompagnement des équipes, notamment une fois que le projet a été lancé sur des aspects méthodologiques, d'évaluation, etc., des choses de cet ordre-là. Et évidemment, voilà, comme tu le soulignais, j'ai cette curiosité qui fait que assez régulièrement, je lis des choses diverses et variées en français et en anglais sur ce qui se passe en médiation équine un peu partout dans le monde. Et que c'est évident que depuis, je pense, une bonne dizaine d'années, la question de la prise en charge des PTSD par la médiation équine, c'est un sujet assez porté, notamment dans le réseau IGALA auquel j'appartiens, où il y a pas mal de modèles d'intervention médiatisés par le cheval qui cherchent à bénéficier à des publics vétérans. De fait, en France, voilà, quand j'ai commencé un peu à mettre les pieds dans ce qui s'y passait, du coup, j'ai découvert effectivement certains cadres de pratique. Donc, on sait que, comme vous savez, la Chia, le West, à Metz, Nancy, je ne sais jamais c'est lequel. Il y a une activité du coup de médiation équine, du coup de thérapie avec le cheval qui est menée, mais elle est menée dans un cadre un peu particulier, dans le sens où c'est une activité qui dépend essentiellement, initialement je crois, de deux professionnels qui ont créé leur cadre, je ne vais pas dire de façon indépendante, mais de leur initiative et qui sont soutenus pour le dérouler par les hôpitaux militaires, notamment les structures équestres militaires. C'est un modèle que ne voulait pas du tout suivre du coup la Chia de Marseille avec lequel nous on a travaillé parce que ce qu'ils voulaient mettre en place c'était vraiment un partenariat et un système de prise en charge groupal, mais non pas groupal forcément que pour les patients mais également pour les professionnels du coup qui fabriquent une équipe de prise en charge, je ne vais pas dire un service, mais en tout cas qui fabriquent un dispositif de prise en charge collectif où ils auraient tous des rôles particuliers et notamment avec une question un peu spécifique puisque le projet a la particularité de se dérouler avec la première unité de cavalerie du régiment étranger de cavalerie, du coup, la Légion étrangère pour les citer. Et dans cette légion, il y a une activité équestre en fait, parce qu'ils ont un centre équestre militaire qui est dessus. Et l'idée était de fabriquer un partenariat en fait avec d'un côté l'hôpital militaire qui soigne des blessés qui peuvent venir d'un peu tout type de régiment et tout type d'unité, et de les faire travailler en collaboration avec aussi du coup des enseignants équestres militaires
qui, eux, ont les chevaux à disposition et les infrastructures, de façon à ce que la prise en charge, elle reste intégralement dans un contexte militaire, parce que voilà, c'est quand même une des particularités de ce champ d'exercice, c'est que voilà, c'est vraiment une famille qui fonctionne dans un système, je ne veux pas dire fermé, c'est pas du tout le cas en fait, mais enfin, dans un système familial en fait, c'est-à-dire que voilà, ils ont pour habitude que ces questions liées aux problématiques militaires, elles soient traitées enfin, dans un contexte militaire. Mais ce que je retiens comme information, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience, alors peut-être sur des initiatives personnelles hein, dans ce milieu, dans cette famille, mais il y a une prise de conscience de l'intérêt que peut représenter le cheval dans le soin, Bien sûr. effectivement. Et puis, est-ce que tu sais si ça se poursuit ou ça s'est arrêté, cette expérience? Mais en fait, sur cette question, la prise de conscience des militaires de ces besoins particuliers des PTSD, c'est connu depuis très longtemps et c'est documenté. Ils ont des systèmes de prise en charge en psychiatrie classique qui existent. Et dans la question, certainement, peut-être de la vision peut-être un peu novatrice d'avoir l'idée de passer par des chevaux pour faire autre chose que de monter dessus. Je pense on a une vision qui est parfois un peu rétrograde de l'armée, mais en fait, plutôt au contraire. Hein. Du coup, des cadres de médiation équine, de sport équestre adapté, etc. Ils font ça, je ne vais pas dire depuis toujours, mais très certainement depuis en tout cas très longtemps. Donc il y a plusieurs expériences qui existent, notamment à Fontainebleau, avec des expériences de réhabilitation psychosociale dans des stages avec les chevaux, aussi bien pour des particuliers que pour des militaires, que pour les familles également. Des jeux équestres où le sport il prend une vocation de réhabilitation sociale, ça existe. De thérapie, ça existe dans plusieurs hôpitaux militaires. Là, une des particularités, en fait, c'était de monter un dispositif vraiment particulier et qui cherchait à mettre en relation vraiment des soignants militaires avec des professionnels équestres militaires pour soigner spécifiquement des blessés de guerre militaires. Donc, ce projet, il s'est déroulé avec du coup, un vrai intérêt de la part des états-majors. On est allé jusqu'au ministère présenter le projet. Il a reçu des soutiens assez importants, un engagement financier également très important avec un volet formation, un volet expérimental financé sur plus de 2 ans et qui devait déboucher du coup sur des publications, sur des études aussi éventuellement de développement derrière. Après, voilà, évidemment, moi, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails là-dessus parce que je ne suis pas habilité à le faire. Le projet, il a eu lieu, en tout cas pour la partie expérimentale, avec moi des retours que j'ai eus, du coup, des retours d'expérience vraiment extrêmement bénéfiques. Et moi, j'ai vu des résultats spectaculaires. Hein, je les ai entendus de la part des équipes, même si moi, je ne suis pas sur place sur le déroulement des projets. Après, il y a une question de financement, il y a des questions de diffusion, il y a des questions d'orientation politique qui sont associées à tout ça, qui font que, moi, aux dernières nouvelles, le projet, en tout cas, qui était lancé sur la Chie à l'Aveyron à Marseille, il est suspendu pour le moment en attente de remaniement. Je crois qu'il y a une partie de l'équipe qui a été mutée, qui a changé. Donc, c'est une des problématiques, c'est que comme les professionnels sont très mobiles du fait de leur fonction. Il suffit qu'il y en ait un qui change d'unité pour que fait, l'équipe qu'on a formée, finalement, il faut reformer quasiment la moitié, quasiment en permanence. Donc, il y a un peu ces questions d'organisation qui se posent. Et puis, évidemment, des questions budgétaires, parce que, évidemment, faire travailler ensemble des gens qui travaillent sur une unité à Marseille, plus des gens qui sont à une vingtaine de kilomètres avec des patients qui peuvent venir de toute la région, forcément, c'est des actions qui sont extrêmement coûteuses. Très bien, on va passer aux remarques, aux questions du chat. Hein. Alors, il y a Laetitia, Alice et Cécile qui vous demandent pourquoi le choix du collectif pour ces prises en charge. Ouais. En fait, alors nous, il faut savoir que effectivement ici, on a une forte empreinte de psychothérapie institutionnelle et qu'on utilise énormément le groupe. On utilise plusieurs enveloppes. Hein. Pour nous, effectivement, si on revient un petit peu sur la discussion du début, sur les limites, où effectivement, j'ai vu dans le chat que beaucoup disaient que c'est pas le cheval qui est thérapeutique, et on est bien d'accord là-dessus. Nous, on a toute la structuration du soin, le cadre géographique et le cadre symbolique qui est extrêmement précieux dans notre façon de travailler. Et il s'avère que pour les 2 jeunes filles dont il a été question, la dualité était quelque chose d'extrêmement intrusif. Cette jeune fille qui a vécu des violences sexuelles très récentes, là, en psychothérapie traditionnelle, verrouillait absolument tout, ne disait pas un mot.
était vraiment c'était trop intrusif pour elle, trop effractant. Et nous, on a fait le choix de la mettre dans un groupe, justement pour un peu diluer, c'est pas joli comme terme, mais cette relation. Et en fait, on entre dans la relation duel seulement quand on est autour du cheval, en triangulant. Je suis désolée beaucoup ce mot, mais pour moi, c'est tellement important. Et là, on arrive à accéder à quelque chose. Et les premières fois où elle a pu parler sans mettre en avant des choses très défensives de l'ordre de présentation histrionique, un petit peu comme ça, où on a pu aller vers de l'authenticité et pas seulement du faux self, c'était un peu à l'écart du groupe, mais dans le groupe quand même, et toujours autour du cheval. Voilà. Donc on a évité cette confrontation duel trop forte qui était trop difficile pour elle. Et quant à l'autre jeune fille qui présente effectivement une phobie scolaire, une phobie sociale, etc., il y a un énorme travail qui est porté par le groupe, qui est clairement ce qui est le plus difficile pour elle. Hein. C'est pas facile de venir aux séances. Des fois, si sa référente est absente, elle trouve toutes les excuses possibles. Mais nous, c'était un moyen de la mener à travailler, un peu peut-être dans la douleur, hein, parfois, mais c'est un outil de travail très, très important pour elle, et accepter le groupe. Quand on part, voilà, il était question de partir en séjour thérapeutique. On a été rattrapé par le Covid, malheureusement, parce qu'on part des fois en séjour thérapeutique une semaine avec un groupe d'enfants, nos chevaux, on part camper, on met des chevaux, on met des enfants. Sur une semaine, quand on lui en a parlé, c'était insurmontable pour elle. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, elle n'a qu'une envie, c'est qu'on puisse partir et dans le groupe, et elle arrive à accepter que le groupe puisse changer. Et je trouve que sur une symptomatologie comme celle qu'elle présentait, c'était précieux. Donc, on a fait le choix du groupe, même si ce n'était pas forcément facilitant pour nous au départ, dans l'accroche, mais c'était un choix réfléchi au vu de la problématique de ces jeunes filles. Tout est vu pas à partir de la pathologie, mais à partir de ce que nous amène l'enfant et les structures qui le prennent en charge. Je sais, Nicolas, que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement aussi, hein, le côté systémique et le côté thérapie de groupe avec les chevaux. Alors moi, j'ai une vision un peu différente du groupe, parce que moi, je différencie vraiment beaucoup de deux aspects. C'est les thérapies de groupe, où effectivement le patient, c'est le groupe. Moi, ce que je peux pratiquer ponctuellement, alors, je le fais beaucoup en analyse de pratique professionnelle, un peu dans des cadres de formation où on travaille plutôt sur ces notions de groupe. Parfois, ça m'est arrivé de le faire sur des approches du coup thérapie familiale, mère-enfant ou groupe familial avec les deux parents plus les enfants dans ces questions-là. Pour moi, ça, c'est de la prise en charge de groupe, et que je différencie très nettement de ce que moi j'appelle plutôt les prises en charge collectives, où finalement les patients sont à plusieurs dans une séance qui s'adresse à tout le monde, et où en fait on a finalement autant de patients individuels qu'il y a de membres du groupe. Après, moi, j'ai pas d'idée particulière sur ce qui est pertinent ou pas par rapport à des publics, en tout cas, notamment les publics ESPT. Alors, je pourrais avoir un avis de clinicien, c'est si moi j'avais une demande de prise en charge pour un ESPT sur des questions de violence sexuelle, c'est une évidence que je prendrais en individuel pour pouvoir avoir une qualité de parole et certainement qui se mette en place, qui soit certainement plus facile à gérer pour moi. Après, dans des systèmes où de toute façon c'est des publics qui sont accueillis dans des institutions, du coup j'imagine qu'ils sont aussi sur des services en collectif la journée, dans des ateliers où ils sont également en collectif. Le sens du collectif, il est très différent pour, j'imagine, de l'équithérapie institutionnelle, comme c'est le cas à Montfavet, par rapport à ce qu'est l'équithérapie de libéraux comme moi, qui travaillons dans notre cadre personnel avec les chevaux du centre équestre, où on organise un peu toute notre vie pro exactement comme on veut. On choisit aussi nos patients. Les questions, elles ne se posent pas dans les mêmes contextes. Oui, il y a Laurence Amury. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Tu as raison, Laurence, hein, les recherches que tu fais sur les programmes, les publications scientifiques sur le psychotrauma concernent la médiation équine à visée thérapeutique sur les enfants. Hein, donc, c'est ça qui est très difficile à trouver. Il y a effectivement, comme a dit Nicolas, des recherches, et ça existe depuis pas mal de temps, sur les vétérans, sur les adultes. Sur les patients donc jeunes, c'est beaucoup plus difficile, et il y a eu, semble-t-il, encore peu de recherches. Je rappelle que dans la deuxième visio, le professeur Garcia avec Lina Rossetti
nous précisait bien que de toute façon, le psychotrauma des enfants, c'est très émergent comme approche, comme étude. Jusqu'à présent, dans le temps, les enfants qui souffraient ne souffraient pas quelque part, ou en tout cas n'intéressaient personne. Je caricature, mais à peine. Oui, Laurence précise au niveau du… Pardon, je vous laisse la parole, que ce soit le groupe ou l'individuel, tout dépend des objectifs thérapeutiques définis à partir des difficultés du patient. Bon, c'est évident. Oui, pardon, Alice. On partage l'intervention de Laurence. Quand on parle de groupe à l'équithérapie à l'hôpital de Montfavet, c'est un accueil de divers enfants qui sont indiqués pour des raisons bien spécifiques et individuelles. Et le temps qui est long de prise en charge, en tout cas pour les enfants qui sont accueillis le matin et qui est un peu moins long pour ceux de l'après-midi, certes, c'est un accueil de 9h à 13h et le groupe s'étire en fait. On peut faire de l'individuel dans le collectif. Le dispositif le fait qu'on ait 3 thérapeutes, 3 soignantes, normalement 6 chevaux, là maintenant 5 certes, plus la psychologue sur certains jours, fait qu'on peut articuler les temps. Mais il y a des temps collectifs, en effet, comme l'accueil du matin, le repas du midi, mais ensuite, dans le déroulé de la prise en charge, on peut extraire un enfant, 2 enfants du groupe. Le groupe peut décider de travailler ensemble ce jour-là ou avoir d'autres envies de partir en balade seul avec son infirmier ou son éducatrice référente. Quand on entend le groupe, voilà, on n'est pas sur quelque chose de, comme disait Nicolas, d'un groupe qui fait entité. Ouais. Voilà. Et votre expérience à Montfavet, est-ce qu'elle est connue à l'extérieur et est-ce que vous avez l'occasion de partager, de mutualiser avec peut-être d'autres équithérapeutes qui travaillent dans des établissements, dans des cadres hospitaliers? Alors, depuis peu, depuis l'envie de rédaction de ce livre, Émilie Muller, qui a coécrit ce livre, avait fait un travail important de prise de contact avec d'autres unités, que ce soit sur le PSM des Flandres dans le Nord. Elle avait contacté aussi sur Lyon plusieurs institutions. Voilà, ça part du même, de la même envie. Effectivement, il y a eu un peu une démocratisation de… Enfin, en tout cas, on parle de plus en plus de zoothérapie, d'équithérapie. Ça devient sur le devant de la scène. Vraiment, ça arrive un peu sur le devant de la scène des soins en psychiatrie en particulier. Et c'est vrai que c'était une volonté d'une équipe que de dire, voilà, ici, ça fait 47 ans que ça se passe. C'est parti complètement au hasard. C'est ce travail avec le cheval et à l'hôpital. Bon, ce qui se passe ici, ce qu'on constate dans les prises en charge, c'est tellement important que ça ne peut pas s'arrêter au mur d'ici. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on aille voir aussi comment ça se fait ailleurs, comment on peut échanger là-dessus. Mais c'est assez récent. D'accord. Ça vient d'une envie de remise en question permanente de toutes et de conscience de la valeur de ce que cette unité a traversé et de ce que son histoire nous apporte dans la prise en charge et dans le soin. Voilà. De la fois des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qui marchent très bien et voilà. Tu sais, Nicolas, quand on s'est connus au début, je te posais la question, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'interculturel ou l'international aussi. Est-ce que tu peux nous dire si l'équithérapie, ou en tout cas dans ce type d'expérience hospitalière, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés, notamment en Europe? Peut-être qu'il faut juste passer de l'autre côté de la frontière. Je ne sais pas, la Suisse, l'Allemagne. Je pense que historiquement, comme vous le savez sans doute, l'équithérapie, elle naît de l'hypothérapie. La première structure d'hypothérapie, elle est en Norvège. C'est la clinique, je ne sais plus quoi. Du coup, c'est un centre de rééducation fonctionnelle pour enfants. L'équithérapie, elle naît vraiment dans un système institutionnel, hospitalier, de clinique. Après, voilà, ça part au Royaume-Uni, après ça part en Suisse, en Allemagne, en Italie, et ça se crée comme ça. En fait, les premières expériences, elles sont institutionnelles. C'est l'idée que l'équithérapie, ça puisse être une approche libérale, elle est relativement récente finalement. Elle a que quelques années. Alors après, il y a certainement eu quelques initiatives. Là, aujourd'hui, moi, je vois plus sur les issues de formation, c'est plutôt vers le libéral que
former, les jeunes diplômés se dirigent, mais c'est essentiellement pour des raisons pratiques et pragmatiques. C'est que quand vous voulez bosser en libéral, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un poste se libère dans les quelques institutions qui ont la chance d'avoir à la fois des postes, des chevaux et des conditions de travail acceptables pour les praticiens. Et de fait, c'est vrai que pratiquement, c'est comme ça. Mais après, c'est une Mais certitude. est-ce qu'on peut parler de pays qui ont une meilleure reconnaissance que la France de l'équithérapie? Moi, je suis toujours très réservé sur cette question, en plus de comparaison d'un pays à un autre. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression, au contraire, qu'à l'international, on est plutôt envié parce que, alors non pas en termes de développement ou de je sais pas quoi, mais plutôt en termes de niveau de précision des cadres qui sont propres à la France, parce qu'avec notre histoire institutionnelle, en fait, on a développé des tonnes et des tonnes d'approches, avec des formations qui ont toutes cherché à se démarquer, notamment en s'allongeant, en se précisant, avec un peu la guerre à celui qui aurait le diplôme qui serait reconnu ou le mieux reconnu, etc. Et finalement, ça a plutôt amené tout le monde à développer des pratiques de meilleure qualité par cet effet de concurrence, alors que dans les pays qui n'ont pas connu ça, notamment le Royaume-Uni pour le citer, la Belgique également, du coup, il n'y a pas eu cette course à l'échalote qui a un peu aidé tout le monde à essayer de faire mieux que les autres et du coup à développer ça. Donc moi, je n'ai pas l'impression spécialement que, en tout cas pour la question de la prise en charge institutionnelle ou hospitalière, ce soit plus développé ailleurs. Je pense que comme tout le monde, j'entends parler d'initiatives hospitalières dans d'autres pays, j'entends parler d'initiatives personnelles également, plus sur du libéral. À gauche ou à droite. La Chine, à ta connaissance, qui maintenant est à la pointe de beaucoup de choses, est-ce que tu sais s'ils pratiquent ça? Non, je n'ai pas d'informations sur la Chine. Je sais qu'au Japon et en Corée, il y a des actions qui ont été menées qui sont membres de la FRDI. Chine, je ne connais pas du tout. Non, je n'ai pas d'infos là-dessus. Et en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de travaux ultra diffusés, ou alors certainement, comme c'est souvent le cas sur les travaux chinois, certainement ils sont diffusés en chinois et la barrière de la langue fait qu'on n'y a pas accès. Donc, je n'ai pas d'infos là-dessus. Il faudrait demander à l'IT. Très bien, mais en tout cas, bon, on ne va pas retarder. Et c'est très riche. Moi, je passerai toute la soirée. Vraiment, vous êtes passionnants tous les trois. Et chapeau aussi pour votre parcours. Bon, je rappelle évidemment que notre objectif, c'était, je suis obligé de dire c'était parce que le séminaire en présentiel qui était déjà programmé au mois de juin dernier et qui est donc repoussé pour début février, je pense qu'il va être à nouveau repoussé. On peut imaginer le faire en virtuel, donc on réfléchit à ça. L'idée, c'est que vous, avec bien sûr la capacité de vous rendre disponible, tous les intervenants de toutes les visios que nous allons encore faire jusqu'au mois de janvier, vous puissiez vous retrouver sur 2 jours pour partager, parce que c'est ça qui est intéressant, et donc confronter et mutualiser un petit peu votre regard sur l'étude, sur l'approche de l'équithérapie avec le psychotrauma chez les enfants. Donc, c'est un vrai défi. Je pense que si nous avons la chance d'avoir les intervenants que vous êtes et les précédents et ceux qui vont vous succéder, je pense qu'on aura vraiment un événement très riche. Tout ça avec en arrière-plan l'idée de pouvoir imaginer, vous voyez, monter une étude d'évaluation. Donc, un petit programme de recherche pilote qui permettrait d'évaluer effectivement les effets des équidés sur le psychotrauma des enfants, que Lina Rossetti a pu expérimenter de manière très, très simple, mais avec beaucoup qui laisse entrevoir de belles promesses. Voilà. Et je rajoute que chaque année, nous aspirons, maintenant on est obligé de parler comme ça, nous aspirons à organiser les rendez-vous du passage, donc qui permettent à des équithérapeutes de France de se réunir. Et les 2 premières éditions ont été formidables. Donc j'espère qu'on pourra aussi joindre à ce séminaire ces rendez-vous du passage où mesdames, et Nicolas qui est déjà venu, mesdames, vous serez les bienvenus vraiment parce qu'on passe de bons moments et surtout là vraiment, les équithérapeutes confrontent leur expérience, leurs limites et aussi leurs espoirs. Donc, il y a de très belles choses. Je sais que vous avez une sorte d'épée de Damoclès, mais enfin, vous avez remarqué que l'épée de Damoclès est un peu sur la planète. Alors, donc, du coup, ce n'est pas une consolation. Mais moi, personnellement, avec Lina, je pense qu'on aimerait garder vraiment un contact très, très direct avec vous et de vous féliciter vraiment par rapport à cette expérience-là que j'ai découverte. Et vraiment, c'est vraiment chouette de vous connaître. Bravo, continuez, soyez pugnace, tenace, c'est très important en ce moment. Et puis voilà. Et puis Nicolas, bien sûr, un grand merci de ta disponibilité, de toujours
ta réflexion et ta pertinence dans ton approche. Tu sais que je t'apprécie à titre personnel beaucoup sur ce plan. Et puis podcast, normalement, si tout va bien, demain hein, sur YouTube. Et puis, on se retrouve, on reprend contact pour les prochains objectifs. Voilà. Et n'hésitez pas à revenir vers nous hein, si vous voulez témoigner de quoi que ce soit. Vous êtes les bienvenus. Et votre livre doit être absolument un best-seller de l'équithérapie. Ça, c'est sûr. Voilà. Merci. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci. Et merci à tous.